Bonjour à toutes, mesdames, j'espère que vous m'entendez. Donc, je me présente, Élodie Benoît, je suis chargée de mission à la Maison Rose de Bordeaux qui est portée par l'association Rose Up. Aujourd'hui, je vous retrouve avec grand plaisir pour un nouveau webinaire sur la reprise professionnelle dont le thème est s'autoriser la réussite quand on est une femme. Donc, on a le plaisir d'accueillir à nouveau Margot Théroux. Bonjour Margot, comment vas-tu? Mais bien, bien, t'as vu, on a changé l'heure aujourd'hui. J'avoue, c'est ma faute. Je donnais des cours, hein. Ça m'a un petit peu perturbée, je t'avoue, mais Donc ça, plus le froid, plus les rumeurs qui courent à tout va, moi, j'en peux plus. beaucoup trop de changements en une semaine, Margot. C'est trop là. C'est trop. Bon, comment vas-tu? Bah, bien, bien, écoute, je suis heureuse parce que pour une fois, c'est pas moi qui suis en col roulé. Oui. Alors moi, c'est pas un col roulé, c'est une écharpe parce qu'il fait un peu froid sur Bordeaux, je vous avoue. Mais oui, oui, là, j'avoue que j'ai sorti la grosse écharpe. Et toi, Ouais. ça va? Très, très bien, merci. Ça va très, très bien. Donc, comme je vous le disais, on est ravis de vous accueillir. Alors, cet atelier est retranscrit en direct sur la page Facebook de l'association Rose Up, mais il est originalement diffusé sur Zoom. Donc, pour les personnes qui nous suivent sur Zoom et qui se sont inscrites, vous avez un petit bouton Q&R, donc questions et réponses en bas de votre écran. Vous pouvez poser faire remonter vos témoignages, poser vos questions à Margot qui y répondra en direct. Donc, comme les autres ateliers sur cette thématique de reprise professionnelle, il va se diviser en deux parties. En première partie, Margot va voilà, vous donner ses bons conseils, ce qu'elle en pense. Et puis en deuxième partie, je ferai remonter vos questions, vos témoignages pour qu'on puisse en discuter en direct comme on a l'habitude de le faire un lundi sur deux maintenant depuis le mois de septembre. Et ouais, Donc, Margot Théroux, elle est coach. Elle intervient à la Maison Rose de Paris, qui est portée par l'association Rose Up. Et elle gère également les marques We On Board et It Was an Associate. Et elle était avant chasseuse de tête. Voilà, donc on est ravis de l'avoir avec nous et de la retrouver. L'association Rose Up qui vous offre cet atelier est une association de patients qui est agréée par le ministère de la Santé et qui informe et accompagne les femmes touchées par un cancer et qui défend les droits des patients. On a notre prochain Rose Magazine qui va sortir cette semaine, mesdames. Donc, on est ravis voilà, de vous le dire en avant-première. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour voir tout ça. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Margot et je vous dis à tout à l'heure. super. Merci beaucoup, Elodie. Oui, maintenant c'est toutes les 2 semaines, puisque quand je ne suis pas en webinaire, du coup, je suis de retour à la Maison Rose de Paris. Donc, c'est pour ça, ne vous inquiétez pas, on ne va pas arrêter, au contraire, de faire les ateliers. Aujourd'hui, c'est un atelier différent et c'est un nouveau. Voilà, donc toutes les personnes qui nous regardent sur Facebook, et ça me fait toujours plaisir parce qu'il y a des fois quand je vais à la Maison Rose à Paris, il y a des personnes qui me disent «Ah, j'ai suivi les ateliers, etc.» Eh bien, aujourd'hui, c'est un nouvel atelier qui s'appelle «S'autoriser la réussite quand on est une femme». C'est un atelier qui va être un peu psychologique, entre guillemets, puisqu'on ne va pas être dans le CV ou dans la lettre de motivation ou dans LinkedIn, comme j'ai l'habitude de faire, mais on va être quelque chose qui va plus sensibiliser et plus interpeller votre réflexion. Donc, ce déroulé, je vais vous faire une petite introduction et ensuite je vous dirai le plan et on va pouvoir se lancer. Donc, voilà, que ce soit par notre éducation ou par notre famille ou tout simplement par peur, en fait, la réussite, de manière générale, c'est un mot qui fait assez peur. Et en particulier chez les femmes. Alors, quand on sait que, en plus de ça, il y a le cancer, lorsqu'il y a la maladie qui nous touche, en fait, on se retrouve toutes chamboulées. Forcément, comment appréhender la réussite quand le cœur et le corps ont été tous les deux touchés? Eh bien, au cours de cet atelier, en fait, je vais vous aider. On va s'interroger sur ce que signifie la réussite. D'ailleurs, c'est le bac philo, donc sortez vos papiers et votre stylo. Vous avez 3 heures. Non, non, j'aimerais beaucoup passer 3 heures avec vous, mais je pense que vous avez autre chose à faire. Et dans un second temps, je vous expliquerai les différents biais. Des biais, c'est-à-dire des choses qui régissent en fait comme des automatismes qui régissent votre comportement dont vous n'avez peut-être pas conscience. Et enfin, dans un troisième temps, ça sera comment affirmer son ambition et la retrouver, puisque sachez qu'elle n'est jamais bien loin. Eh bien, écoutez, c'est parti.
Alors, premier... Oula, c'est pas le bon document. Si je vous fais mes cours, ça sera pas pareil. Voilà, super. Et donc, on va d'abord parler dans cette première partie de la réussite. Alors, moi, j'ai un côté un peu bon élève, hein, c'est pour ça que je me suis attachée les cheveux et je suis sortie la chemise. C'est que j'aime bien définir les termes et j'aime bien savoir d'où l'on part. Et si on s'intéresse au Larousse, référence de manière générale sur le dictionnaire, définir la réussite quand vous ouvrez le Larousse, ben, c'est pas si simple, puisque le Larousse nous définit la réussite ainsi: un succès, résultat favorable, œuvre, entreprise ou action qui connaît le succès. Alors, c'est une définition assez vague, puisque comment mesurer le succès et comment comprendre ce qu'est un résultat favorable. Moi, aujourd'hui, c'est vrai parce qu'on entend partout il a réussi, elle a réussi, etc. Mais ça veut dire quoi? On parle de quoi? Est-ce qu'on parle d'argent? Est-ce qu'on parle de personne? Est-ce qu'on parle de réussite personnelle? Enfin, c'est vraiment très compliqué. Donc, bon, j'avoue, la définition du Larousse m'a moyennement plu et donc du coup j'aime bien faire quelque chose, c'est d'appeler les anciens. Et quand j'appelle les anciens, alors je n'ai pas appelé ma grand-mère, hein, ni mon grand-père, non, j'ai appelé les philosophes. Et donc j'ai repris mes livres de philo pour voir, selon eux, quelle était la définition de la réussite. Des penseurs, voilà, des philosophes, des auteurs, des essayistes s'y intéressent depuis des millénaires et voir en fait à quel point la notion de la réussite est une notion qui est riche, le fait de voir que c'est une notion qui évolue au gré des époques, mais même au gré de notre propre vie, parce que finalement, si je vous demande c'est quoi la réussite aujourd'hui, et si je vous l'avais demandé il y a quelques mois, quelques années, peut-être que ça a changé. Et donc, le fait de voir à quel point cette notion est une notion relative, tant dans la mesure des résultats que dans la valeur, la palette des valeurs qu'elles y sont associées, on se rend compte que finalement, il n'y a pas une définition de la réussite. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qui, vous, aujourd'hui, pour cet atelier, peut-être que vous êtes en soins, peut-être que vous êtes à la fin de vos soins, et le fait de vous interroger sur votre définition de la réussite à l'instant T, c'est essentiel et ça va vous aider à établir en fait les premiers jalons post-maladie. Quand on parle de la réussite également, en fait, c'est une question de référentiel. Il peut y avoir la réussite professionnelle, il peut y avoir la réussite sociale, il peut y avoir la réussite pour soi, on peut réussir dans la vie, on peut réussir de sa vie. Enfin, vous voyez, c'est derrière un mot qui... Enfin, je trouve que ce mot-là, il est tellement passionnant, il est tellement intéressant, parce que même à titre personnel, moi, aujourd'hui, ma vision de la réussite, bah, par rapport avant le confinement, elle a totalement changé. Donc, vous voyez, finalement, c'est une notion qui est extrêmement riche. Et du coup, en regardant les anciens, en faisant un petit tour, j'ai trouvé 3 idées, 3 notions qui peut-être vont chacune de vous plaire. Il y a déjà la notion de Sénèque, qui est un philosophe grec, et qui dit, ouvrez les guillemets, rien donc n'a plus d'importance que d'éviter de suivre, comme le font les moutons, le troupeau de ceux qui nous précèdent, nous dirigeant non pas où il faut aller, mais où ils vont. C'est une phrase traduite de l'ancien grec, pas par mes soins, hein, j'ai pas fait déjà maîtriser l'anglais et l'espagnol, c'est déjà pas mal, on va pas maîtriser le grec. C'est une notion en fait grecque de la réussite qui, lui, pour le coup, il définit la réussite comme étant l'indépendance de l'esprit et tout ce qui dépend de nous. C'est-à-dire que selon Sénèque, tout ce qui va être lié à la richesse, au réseau et à la puissance, c'est l'antithèse de là où il faut aller. Première définition de la réussite, la liberté d'esprit en fait, tout simplement, la liberté des mots, la liberté de penser. Hop, je regarde si j'ai des questions. Non, ça va. Ensuite, il y a une deuxième définition de la réussite qui, pour le coup, elle va être celle de Balzac, donc Honoré de Balzac, hein, qui est un auteur au 19e siècle, qui, pour lui, en fait, dans son ouvrage Le Père Goriot, va raconter l'histoire d'un homme qui s'appelle Eugène de Rastignac, et pour lui, la réussite passe forcément par la réussite en société, et plus exactement par une ascension professionnelle et sociale. Et donc, dans ce livre-là, il dépeint la réussite comme le fait d'être reconnu socialement et de gagner beaucoup d'argent et d'avoir quitté, alors en l'occurrence c'est Angoulême, d'avoir quitté Angoulême et d'avoir rejoint Paris. Pourquoi pas? Et enfin, troisième et dernière vision de la réussite, et j'arrête sur le cours de philo, puisque
Pardon, excusez-moi. Oui, désolée, j'ai fait une énorme faute. Sénèque écrivait en latin et pas en grec. Pardon. Désolée, petite. Heureusement que vous m'avez corrigé. Excusez-moi, navré pour les puristes. Et enfin, dernière vision de la réussite possible, mais encore une fois, il y en a des milliers. C'est celle de Henri Thoreau, qui, lui, est un homme qui a décidé de quitter la vie citadine et s'est installé près d'un lac, le lac de Walden, et en quête d'une réussite qui ait du sens pour lui. Et donc, du coup, lui, il a décidé d'arrêter de vivre dans la ville, de quitter la frénésie. Et il avait juste envie de se retrouver et de retrouver ce lien avec la nature et le goût de la simplicité et de prendre le temps de savourer, de profiter de la beauté de la vie. Et donc là, en fait, on retrouve une préoccupation qui est nouvelle et qui est celle que beaucoup ont ressentie durant le confinement. Et c'est pour ça, en fait, qu'il y a eu beaucoup de prise de conscience au cours de ce confinement. C'est de se dire, bah, moi, on m'a toujours vendu que la réussite, c'était de gagner beaucoup d'argent, de bosser en finance. J'extrapole, mais vous avez saisi l'idée. Et en fait, le fait de voir qu'on pouvait travailler loin, que le télétravail, pour celles et ceux qui ont repris le travail, c'était possible, finalement, en fait, ça interroge sur nos idéaux. Peut-être que parmi vous, il y en a qui sont encore en soins, qui sont encore en traitement. Et peut-être que la maladie, et c'est souvent le cas dans les ateliers reconversion professionnelle que l'on fait à Paris, et j'imagine qu'il se passe à Bordeaux, c'est que les mots qui reviennent très souvent, c'est moi aujourd'hui, en fait, ma vision de la réussite, elle a changé. Avant la maladie, voilà, j'avais ma routine, j'étais avec une personne et ça roulait et je m'étais jamais posé le temps de savoir si cette vie-là était celle que j'avais envie. La maladie ou des événements très forts, très violents comme le confinement, ça donne en fait cette idée et ça nous fait prendre conscience qu'on est mortel et qu'on n'a pas spécialement envie de poursuivre une réussite qui n'est pas la nôtre. Parce qu'il peut y avoir certains modèles qui nous sont, entre guillemets, inculqués par la société ou par notre entourage. Mais dans ces cas-là, c'est comment on fait pour savoir son modèle. Et donc, du coup, pour terminer sur cette première partie de la réussite, c'est la question, c'est comment trouver sa réussite. Eh bien, c'est un exercice que je fais pratiquer énormément au sein de la Maison Rose, mais que vous pouvez faire chez vous. C'est très simple. C'est ce qu'on appelle l'atelier du Vision Board. Alors, Vision comme vision, je vais vous le faire en français, ou tableau de visualisation pour les puristes francophones. C'est un atelier, en fait, c'est un exercice que vous pouvez faire seul. Vous allez découper toutes les images qui vous procurent de la joie. Vous allez découper des mots et ensuite vous allez les disposer sur une feuille de papier. Donc moi, je préconise des feuilles de 50 par 70, donc c'est à peu près cette taille-là. Et vous allez les assembler. Et une fois, en fait, en répondant bien sûr à la question, qu'est-ce que la réussite selon moi? Et en fait, le fait de laisser votre esprit créatif vous guider, vous allez voir en fait ce qui ressort. Et ça, c'est la première piste pour trouver votre réussite. À titre personnel, c'est quelque chose que je fais, parce que c'est bien beau de faire les exercices, mais c'est bien de les faire aussi. Et c'est quelque chose que je fais chaque année, le 1er janvier, comme pour marquer un nouveau cycle. Et je me dis, OK, quelle est ta réussite? Comment veux-tu que 2020, en l'occurrence, cette année en décembre, je ferai pour 2021, comment souhaites-tu que 2021 soit? Et donc, je me pose, je découpe, j'imagine, sans réfléchir, je me laisse aller, je laisse le cerveau créatif se libérer. Et en fait, vous allez avoir des tendances. Et je me suis rendu compte que moi, ce qui me plaisait le plus dans l'entrepreneuriat, c'était pas le statut en tant que tel, mais c'était la liberté. Et d'ailleurs, Rose Up faisait partie de ma vision de la réussite pour 2020 parce que faire ces ateliers avec vous, c'est quelque chose qui me procure beaucoup de joie. Et voilà, c'était le petit moment émotion. Mais donc voilà. Et donc pour vous, mesdames et messieurs, s'il y a des messieurs qui nous regardent, vraiment prenez le temps de découper des images, de faire ce tableau de visualisation. Et c'est un premier pas en fait qui va vous donner les idées sur ce qu'est la réussite pour vous et aussi c'est ce qui vous rend heureuse et heureux. Je regarde s'il y a des... Voilà. Ok, super. Deuxième partie de l'atelier. Donc maintenant que le mot réussite ne vous fait plus peur et qu'on l'a un peu détricoté et qu'on l'a recadré, on va prendre le temps d'identifier des biais qui pourraient vous en éloigner. Alors, qu'est-ce qu'un biais? Un biais, c'est une distorsion dans le traitement cognitif d'une information. Donc, c'est-à-dire, c'est parce que votre éducation vous a appris à avoir certains automatismes mentaux, des automatismes cognitifs, c'est-à-dire des réflexes et des réponses à action,
vous allez parfois agir sans vous en rendre compte sous ces biais. Et donc, chez les femmes, il y a 3 biais. Il y a, alors est-ce que j'en ai mis 4? Non, il y en a 4. Il y a le syndrome de l'imposteur en premier, la solitude du berceau. Il y a ce qu'on appelle the visibility paradoxe, le paradoxe de la visibilité. Et enfin, il y a les stéréotypes et les schémas familiaux. Et ces 4-là, si vous arrivez à les repérer, ma foi, vous serez tranquille. Je vois qu'il y a un commentaire pour savoir si vous allez avoir le support. Oui, vous allez avoir le support. Il faudra juste écrire à contact.bordeaux@maison avec un S, rose sans s.fr. Je le mets juste dans la barre de chat avant de commencer. Hop. Par contre, il faut que vous en fassiez la demande. Hein. C'est-à-dire que si vous n'écrivez pas, vous ne l'aurez pas. Donc, n'hésitez pas à le demander. Voilà. Comme ça, vous allez pouvoir vous concentrer sur l'atelier. Donc, comment on fait pour identifier ces biais? Parce qu'encore une fois, je fais du conseil en égalité professionnelle, donc je sais qu'il y a des biais qui sont typiquement, qui sont plus présents chez les femmes que chez les hommes. Le premier, c'est le syndrome de l'imposteur. Hyper facile, tout le monde le connaît. En fait, cela consiste essentiellement à nier la propriété de tout accomplissement personnel, c'est-à-dire de rejeter tout ce que vous faites de bien. Et de manière générale, les personnes qui ont le syndrome de l'imposteur, ce sont des personnes qui vont rejeter de façon plus ou moins systématique le mérite lié à leur travail et qui vont attribuer le succès de leur entreprise à des éléments qui leur sont extérieurs. La chance, un travail acharné, leurs relations, des circonstances particulières, etc. La particularité des personnes qui ont le syndrome de l'imposteur, c'est qu'elles se perçoivent très souvent comme des dupeurs-nés qui abusent, bien sûr, entre guillemets, de leurs collègues, de leurs amis, et qui ont peur d'être démasqués d'un jour à l'autre. Les phrases clichés et que l'on retrouve systématiquement, c'est j'ai eu de la chance, je ne le mérite pas, je n'y suis pour rien. Par exemple, ah, bravo pour ta promotion. Et la personne va répondre, ah non, mais j'y suis pour rien. Ou c'est avant tout grâce à telle personne, c'est pas de mon fait, etc. Et ça, le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui est hyper courant et que l'on voit. Donc, mesdames et messieurs, si jamais vous commencez à voir que vous avez cette espèce d'automatisme, puisqu'on vous a appris que la réussite, qu'une femme, elle doit pas être, que affirmer sa réussite, c'est pas bien, eh bien, identifiez ce syndrome de l'imposteur et dès que vous avez envie de dire j'ai eu de la chance, la solution pour s'en affranchir, c'est dire merci. Et aussi, c'est de faire un travail sur vous-même en vous disant que vous êtes une personne bien et que vous aussi, vous avez le droit de réussir et que si vous travaillez bien, eh bien, vous aussi, vous avez le droit qu'on vous remercie. Voilà, c'est important. Deuxième biais qui peut vous freiner dans votre réussite, c'est la solitude du berceau. La solitude du berceau, c'est un facteur majeur d'inégalité entre les deux sexes et c'est lorsque une femme va ressentir constamment la culpabilité maternelle. Et donc, en fait, c'est un syndrome que l'on retrouve chez les femmes, bien évidemment, où les femmes, en fait, portent la charge mentale de la famille constamment. C'est-à-dire que c'est toutes les mères qui vont avoir la sensation de ne pas être assez bien, de ne pas faire ce qu'il faut, de ne pas être une bonne mère. Et ce sentiment, en fait, il faut savoir qu'il naît au cours de la grossesse, puisque la survie de l'enfant in utero dépend de celle de la mère. Et dès le moment où une femme sait qu'elle est enceinte, il va y avoir cette espèce de pression au-dessus d'elle, où elle va avoir en fait l'impression que c'est de elle dont dépend la vie de son enfant. Mais c'est ce sentiment-là, en fait, il va perdurer tout au long de sa vie. C'est-à-dire que les enfants aient 3 mois à 3 ans, 23 ans, etc. Et c'est un biais qui va nourrir toutes les pressions sociales aujourd'hui. Et en fait, c'est à ce moment-là où on va dire que pour un enfant, rien ne remplace sa mère, etc. Et que du coup, c'est à la mère de porter toute la charge. La solution pour s'affranchir du syndrome de la solitude du berceau, c'est se dire que ce n'est pas parce que vous êtes maman que vous devez porter la misère du monde, que vous devez accepter de l'aide si on vous le propose, c'est demander de l'aide lorsqu'elle n'est pas proposée, c'est se répéter constamment que vous faites de votre mieux, et c'est déjà très bien,
même si le mieux, vous avez l'impression que votre mieux à vous, il n'est pas aussi bien que le mieux de la copine ou de la voisine, eh bien, c'est pas grave. Quand vous vous dites que je fais de mon mieux, je fais de mon possible, on ne peut pas vous en vouloir. Et enfin, c'est bien sûr de cesser de se comparer aux autres. Et encore plus aux célébrités, et j'espère que ce n'est pas le cas, ou des personnes sur les réseaux sociaux, c'est que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une babysitter, un chef cuistot ou un coach sportif à temps plein pour soi. Et au bout d'un moment, et c'est souvent le cas parfois des femmes que l'on voit au sein de Rose Up, c'est cette culpabilité constante, en fait, même avec la maladie, de se dire « je dois porter ma famille ». Stop. La priorité, c'est vous. Et bien dans ces cas-là, c'est dans la mesure du possible, et si vous le pouvez, parce que je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, demandez de l'aide, puisque ce n'est pas à vous de porter cette charge familiale. Troisième biais qui peut, comment dire, vous freiner ou vous empêcher inconsciemment ou consciemment de réussir, c'est des secteurs essentiellement masculins, hein. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de la visibilité. En fait, c'est un paradoxe qui va toucher le secteur où les hommes sont surreprésentés. Et dans les entreprises ou dans les univers où les hommes sont surreprésentés, les collaboratrices, les femmes vont être visibles en tant que femmes, mais invisibles pour ce qui a trait à leur expérience technique. Et donc, généralement, en fait, il va y avoir un espèce de complexe d'infériorité qui va se créer en entreprise. Et donc, dans ces cas-là, mesdames, la solution pour s'en affranchir, c'est vraiment d'affirmer votre présence en participant activement ou en posant des questions et de ne pas se limiter parce que vous êtes une femme. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui travaillent dans la construction, dans tout ce qui est ingénierie, dans tout ce qui est BTP, qui sont des secteurs, malheureusement, où il y a encore très peu de femmes. Mais la clé, c'est vraiment de ne pas vous sous-estimer, de ne pas vous dévaluer et de vous dire que constamment, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont besoin de vous et que votre sexe, votre genre n'a absolument aucun lien avec le poste que vous faites et que vous méritez de réussir et vous avez le droit de réussir. Voilà, vous voyez, tout le temps, tout est constamment lié. Et enfin, quatrième et dernier biais qui peut vous empêcher et qui vous empêche inconsciemment ou consciemment de réussir, c'est les stéréotypes et les schémas familiaux. Alors ça c'est ma lutte, c'est ma bataille. Un stéréotype, en fait, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est un fort ressenti, une impression une solide impression à propos d'une situation, d'un objet, d'une activité ou encore de quelqu'un. Et au quotidien, au travail, dans la vie de tous les jours, c'est ce que nous pensons devoir faire, c'est parce que c'est ce que les femmes font, entre guillemets, ou parce que ça a toujours été comme ça. Et les phrases qui « ça a toujours été comme ça » ou « c'est ce que je dois faire » ou « c'est ce qu'on m'a appris », dites-vous que c'est les pires phrases. C'est les pires phrases pour votre cerveau. C'est-à-dire que ça veut dire que vous allez agir, non pas de façon consciente, mais vous allez agir parce que vous avez un automatisme qui s'est créé dans votre construction. Et donc, ça va être la réponse à cet automatisme. La clé, c'est d'identifier ça. C'est-à-dire que l'objectif, c'est vraiment d'identifier des pensées ou des actions que vous faites et de venir les interroger. C'est-à-dire, quand vous vous dites « non, mais je dois le faire parce que c'est normal ». Non. Après tout, pourquoi est-ce vous qui allez vous charger des enfants? Pourquoi est-ce vous qui allez vous charger d'organiser les vacances? Pourquoi est-ce vous qui allez devoir gérer l'administratif? Pourquoi est-ce vous qui allez vous charger de faire les courses ou autre chose? Au bout d'un moment, c'est marqué nulle part, c'est écrit nulle part. Et donc, l'idée d'identifier les schémas familiaux, c'est que dans une famille, au-delà, on nous transmet aussi, le rôle de chacun. Et donc, parce que, je sais pas, moi, si dans votre famille, vous vous rendez compte que les hommes font tous quelque chose ou les femmes font toutes quelque chose, inconsciemment, vous allez répéter. Et donc, vous allez répéter ce schéma familial. Et il faut savoir identifier les rouages, il faut savoir identifier les différents liens et venir les interroger. Pourquoi je me comporte comme ça? Est-ce que c'est un comportement naturel? Est-ce que c'est un comportement qui répond à une action? En quoi le fait que je sois une femme doit venir influencer ceci? Et pourquoi le lien avec la réussite? Parce qu'en fait, parfois, et c'est une étude qui a été faite, alors laissez-moi, je ne l'ai pas noté, j'ai pas noté le chiffre, mais il faut que je retrouve de tête. Ah là là, je crois que c'est une femme sur 4. Je vous retrouverai les données, mais c'est des données qu'on peut trouver sur le ministère le secrétariat de l'égalité homme-femme. Je crois que c'est une femme sur 4 qui refuse une promotion par problème de mode de garde.
Donc, autant vous dire que, encore une fois, venir interroger ces stéréotypes, venir interroger les schémas familiaux, c'est finalement venir interroger la structure la structure familiale dans laquelle vous êtes et l'interroger, la remettre en question. C'est peut-être vous autoriser à réussir, vous autoriser à faire un type d'opportunité parce que vous en avez envie. Et donc, interrogez-vous constamment. Quand vous avez peur de faire quelque chose ou quand vous hésitez au travail à demander une promotion ou quand vous hésitez à vous mettre en indépendante, si c'est le cas parmi vous, interrogez sur l'origine de vos peurs. Interrogez sur pourquoi. Et si en fait la réponse c'est parce que on m'a pas autorisé, parce que je crois que depuis longtemps on me dit que je suis pas douée avec mes mains et du coup j'ai l'impression de pas être douée avec mes mains, bah non en fait, faites-vous confiance. Voilà pour. Donc, vous voyez, dans un premier temps, on a abordé la notion de la réussite. Dans un second temps, on s'est interrogé sur les biais, sur quels étaient ces espèces de mécanismes internes qu'on avait intériorisés. Donc, on a parlé du syndrome de l'imposteur, on a parlé de la solitude du berceau, on a parlé du paradoxe de la visibilité, on a parlé des stéréotypes et des schémas familiaux. Et bien maintenant, on va parler de retrouver son ambition. Et donc, en cette troisième et dernière partie, et après j'ai hâte d'avoir vos retours et d'échanger, j'ai hâte de ce moment-là. Maintenant que vous savez quelle est votre vision de la réussite et quels sont les péages, entre guillemets, que vous allez devoir passer sur votre route et identifier, c'est vraiment ça, une fois que vous avez identifié, c'est parfait, il est important désormais de mettre ça en place et d'établir une stratégie claire. Et donc, une fois que vous avez un peu fait le point sur votre réussite au moyen du tableau de la visualisation, du vision board, il faut mettre ça en place. Et comment on met ça en place? Avec des petites étapes. C'est-à-dire, déjà, mettez-vous dans un bon état d'esprit. Quel est votre objectif professionnel, personnel? Si votre vision de la réussite, c'est de quitter la vie parisienne ou la vie citadine de Bordeaux, de Lille, de Marseille, s'il y a des personnes qui nous regardent de Marseille, de la Creuse, s'il y a des personnes qui nous regardent de la Creuse, enfin, de Guéret plutôt, parce que la Creuse, c'est assez vert. S'il y a des personnes, en fait, voilà, qui se disent, bah, moi, mon objectif, c'est de quitter la vie citadine et de vivre au bord de la mer, dans la campagne, dans la montagne, etc. Parce que c'est ce qui me rend heureuse. Et finalement, je me rends compte que je vis en ville, mais que ça me plaît pas tant que ça. Ou le vice-versa, hein, ça peut être valable dans les deux sens. Mettez-vous dans un état d'esprit et mettez en place des objectifs et mettez en place un plan à moyen et long terme avec des objectifs mesurables et réalistes. Ne vous dites pas, dans 6 mois, je suis à la campagne. Mais dites-vous, OK, si j'ai envie de vivre à la campagne, on va dire dans 2 ans, prenez large. Il faut que je trouve un job sur place. Il faut que si je suis en couple, que mon partenaire ou ma partenaire puisse trouver une opportunité. Est-ce qu'il ou elle est d'accord? Est-ce qu'il ou elle est OK avec ça? Ensuite, professionnellement, est-ce que mon métier est représenté là où est-ce que je vais travailler? Si oui, est-ce qu'il y en a beaucoup? Sinon, pourquoi? Est-ce que je peux faire mon activité en indépendante? Est-ce que je peux me mettre à distance? Est-ce que c'est compatible avec ma maladie? Est-ce que j'ai besoin de vivre à moins de 100 km d'un centre spécialisé dans le traitement de mon cancer? C'est une vraie question. Ensuite, est-ce que et en fait vous allez en fait mettre des petites étapes, des petits jalons, et en fait au fur et à mesure que vous allez gravir des petits jalons, en fait vous allez avoir retrouvé votre ambition, et c'est comme quand on se remet à pédaler. Au début on est un peu timide, et puis ensuite ça va venir de plus en plus, de plus en plus, et puis on va avoir un projet qui nous anime. Et avoir des projets, c'est se projeter. Se projeter, c'est vivre. Et donc forcément retrouver votre ambition étape par étape, mais ça peut être n'importe quoi, hein. Ça va vous donner cette force de vie. Un exemple tout bête, c'est une de mes amies, par exemple, elle s'est fait opérer du genou et elle n'arrive pas à marcher. Eh bien, en fait, la première étape, c'était de marcher dans son appartement. Ensuite, ça a été de faire le tour du pâté de maison. Ensuite, ça a été aller au bout de la rue. Ensuite, ça a été de marcher 15 minutes, etc., etc., etc. Tandis que si elle s'était dit, avec le genou dans le plâtre, dans un mois, je remarche, non, ça aurait été beaucoup trop lourd, ça aurait été beaucoup trop pesant, tandis que le fait de faire des petites étapes, ça va vous permettre de retrouver votre ambition. Et en fait, chaque victoire va amener une victoire. Et si vous avez des petites victoires sur la route, vous allez retrouver cette envie d'avancer, et que ce soit des projets personnels ou professionnels. Bah écoutez, j'ai beaucoup parlé. Donc, pour retrouver son ambition, bien sûr, interrogez-vous sur votre notion de la réussite, identifiez les biais,
C'est-à-dire au moment où vous allez dire « Ah, bah, moi, ma réussite, c'est ça », regardez les petites voix parasites qui vont arriver et identifiez-les et anéantissez ces voix. Oui, j'ai le droit de réussir. Non, c'est pas parce que je suis maman que je n'ai pas le droit de réussir. Non, c'est pas parce que je me suis arrêtée pendant un an que ma carrière est foutue. Hein, encore une fois, hein, ça arrive. Non, c'est pas parce que je me suis arrêtée pendant 2 ans que je n'ai pas le droit de me projeter. Oui, je peux suivre à avoir vécu le cancer et je peux reprendre ma dynamique de carrière. Il n'y a aucun problème. Ou alors, oui. J'ai le cancer, mais du coup, je sais que mes capacités cognitives, j'ai du mal à me concentrer, c'est pas grave, et bien en fait, je vais réadapter mon projet. Enfin voilà, c'est vraiment de se dire, il n'y a aucun problème avec quoi qu'il arrive. Et du coup, comme pour conclure, c'est que voilà, maintenant que vous avez les bases, et j'espère que vous allez faire cet atelier sur, ce tableau de visualisation, ce vision board, maintenant que vous connaissez votre vision de la réussite, que vous savez les péages qu'il peut y avoir sur votre route, à vous, voilà, de retrouver et de mettre en marche le processus pour enfin vivre la vie que vous souhaitez et que vous méritez. Voilà, c'est la fin de cet atelier. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Ah, j'étais inspirée là. Hein. J'ai vu ça, Margot. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Alors, je vais juste revenir sur le point technique que tu as abordé tout à l'heure, mais que j'ai oublié de dire en début d'atelier. Oui, le support vous sera envoyé, il faut en faire la demande. Donc, on l'a mis pour les personnes sur Zoom qui nous suivent sur Zoom, donc c'est contact.bordeaux@maisonrose.fr. Je le redis pour les personnes qui nous suivent sur Facebook, c'était notamment une demande de Sandrine. Bonjour Sandrine. Donc, il faut en faire la demande par mail à contact, au singulier, .bordeaux, la ville de Bordeaux, @maisonrose.fr, tout en minuscules attaché, maison avec un S, rose sans S. Il y a 2 maisons roses en France pour le moment, une à Bordeaux et une à Paris. Voilà. Pourquoi il y a un S à maison? Parce qu'on nous demande souvent. Donc, contact.bordeaux, au singulier, @maisonrose.fr, maison avec un S, rose sans S. Voilà, je le redis. Donc, je salue. Donc, il y a Hélène, Milly, Sandrine, d'autres aussi que j'ai peut-être oublié qui nous disent bonjour sur Facebook. Et Milly qui nous dit sur Facebook que c'est un très bon thème. S'autoriser la réussite quand on est une femme. Alors, on a Elena, une première question d'Elena qui te remercie pour la présentation et elle demande si tu peux revenir sur la constitution du vision board, du tableau de réussite dont tu as parlé tout à l'heure. Ok. Alors, merci beaucoup, Elena. C'est très gentil. Alors, le Vision Board, c'est un atelier qu'on propose à Rose Up Paris, mais si jamais vous êtes loin, je vais vous expliquer. En fait, c'est très simple. Vous prenez une feuille 50 par 70, donc grande. Ça peut être, moi, je préconise une feuille colorée parce que c'est plus sympa la couleur. Et ensuite, vous allez devoir préparer en amont pendant 2-3 heures, trouver en fait l'ensemble des... Vous allez feuilleter des magazines, ça peut être des magazines de Rose Up, mais ça peut être d'autres magazines et l'ensemble des images en fait qui vous donnent la sensation de réussir. C'est-à-dire que vous allez fermer les yeux, vous allez projeter votre réussite et vous allez dire est-ce que cette image, pour moi, c'est la réussite? Constamment. Et après, vous allez voir, ça va être un automatisme. Et ensuite, une fois que vous aurez feuilleté dans tous ces magazines, ça peut être n'importe quoi, ça peut être Brico Dépôt, ça peut être Rose Up, bien sûr. Mais par contre, si vous le découpez, forcément, vous ne pourrez plus l'utiliser. Ça peut être tout types de magazines et ça peut être des mots aussi. C'est-à-dire que si vous voyez des mots qui vous plaisent, et en fait, vous les découpez constamment, vous vous mettez en mode concentré. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez mettre votre feuille et par-dessus, en fait, vous allez disposer de la façon dont vous souhaitez l'ensemble de ces images. Et une fois que vous aurez fait ça, je vous invite, alors idéalement, c'est pour ça qu'on propose un atelier, c'est qu'idéalement, on analyse ensemble ce que vous voyez, mais c'est pas grave, vous pouvez le faire seul. Une fois que vous avez fait ça, en fait, vous posez l'atelier, vous posez votre vision board, vous le regardez et vous vous demandez sur ce que vous ressentez. Et ça, c'est... alors, idéalement, moi, ce que je fais, c'est que j'analyse la posture parce qu'en fonction de comment vous allez mettre les images, ça va indiquer sur votre vision de la réussite. Mais en tout cas,
le fait de voir cette image, ça va vous aider et c'est un exercice que j'ai développé avec un psychothérapeute qui est utilisé pour les personnes qui font des dépressions et qui ont du mal à penser à l'après, qui ont du mal à penser à la vie et qui ont du mal à penser la vie de façon positive. Et alors généralement, le psychothérapeute, lui, le fait sur le bonheur, mais ça se fait avec n'importe quel thème. Ça se fait avec tout, ça se fait avec l'année 2021, ça se fait... Moi, je le fais à Rose Up sur l'après-cancer. C'est à quoi j'ai envie, comment j'ai envie que ma... Enfin, quelle est la vision que je veux donner à ma vie, à quoi je veux que ma vie ressemble désormais. Mais voilà, ça peut se faire sur la réussite. Je ne sais pas si j'étais très claire. J'arrive pas à parler. Je me suis emballée là. Je ne sais pas si j'étais très claire, Elena. Il a été, mais j'attends peut-être le retour d'Elena. Moi, j'avais une question sur le vision board. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce qu'on peut en faire plusieurs? Est-ce qu'on peut en faire à court terme, à moyen terme, à long terme? Parce que voilà, on a des objectifs aussi qui peuvent être différents. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, en fait, on peut faire autant de vision board, alors pas toutes les semaines, quoique, mais on peut faire autant de vision board qu'on a envie en fait. C'est-à-dire, si, encore une fois, moi je le fais de façon annuelle parce que avant de concilier un exercice, j'aime bien le faire et je l'ai fait pour mes années. Mais typiquement, on peut en faire un sur l'après-cancer, on peut en faire un sur la vie personnelle, on peut en faire un sur ceux qui projettent d'avoir des enfants, comment je veux que mon éducation soit. Enfin, on peut vraiment en faire sur tous les types de sujets. Merci Margot. Alors, on a Elena qui dit que tu as été très claire dans ta présentation, donc c'est bon. On a également Fatia. Bonjour Fatia qui vient d'arriver. Alors, je pense qu'elle a loupé ta présentation. Je vois que c'était à 4h34. Alors, Fatia, vous pouvez évidemment rester avec nous. Mais sachez que le support peut vous être envoyé si vous en faites la demande à contact.bordeaux@maisonrose.fr. Donc, c'est sur le petit chat sur Zoom, je vous laisse regarder. Et que cet atelier, si vous voulez, il sera disponible sur la chaîne YouTube, mais également en replay sur la page Facebook, puisqu'il est actuellement diffusé en live sur la page Facebook de Rose Up. Donc, si vous voulez le revoir pour reprendre tous les conseils et toute la présentation de Margot, vous pourrez le faire à la fin de cet atelier. Alors, on a également sur Facebook Marilène qui dit que c'est très bien les vision boards pour l'avoir fait avec toi, Margot. Donc, je pense que Marilène nous suit depuis la Maison Rose Paris. Bonjour Marilène. On a également Sandrine qui dit que c'est top au niveau du timing. Cette thématique tombe très, très bien. On est ravis. Et alors après, hop, on a d'autres témoignages. Alors, on a Anne-Marie sur Zoom. Bonjour Anne-Marie, qui identifie un cinquième biais pouvant entraver la réussite professionnelle. C'est la complexité de trouver un financement après des traitements oncologiques, donc après avoir été touchée par un cancer, lorsqu'on est indépendante. L'espoir fait vivre et donne l'idée de dépoussiérer les vieux codes des assurances et de la finance. Mais voilà, si quelqu'un a des bons plans, il faut les partager, soyons créatifs, toujours la sororité chez Rose Up, soyons solidaires entre nous. Et Anne-Marie finit par un très beau témoignage, Never give up, Rose Up of course. Voilà, donc soyez up, comme on dit chez nous, avec évidemment le fait de savoir aussi qu'on a le droit d'être fatigué, on a le droit d'être triste, on a le droit de ne pas avoir le temps, on a le droit aussi, il ne faut pas se dire d'être toujours Wonder Woman, c'est pas possible. Et on a Mireille qui partage un très beau témoignage sur Zoom. Merci infiniment Margot, ça redonne de l'espoir et de l'envie. Alors moi j'avais une question Margot, tu as parlé tout à l'heure quand on est une femme, il y a plusieurs entraves, notamment tout syndrome autour de la maternité. Ouais. Alors voilà, moi j'avais j'ai par exemple une situation qui est arrivée à une de mes amies qui me vient en tête, qui est maman depuis peu et son N+1 lui a demandé la semaine de son retour de la voir et de lui expliquer comment elle voyait les choses maintenant qu'elle était maman. Donc du patriarcat un petit peu classique, mais il n'y avait rien de méchant en fait derrière, c'était juste voir comment elle organisait ses déplacements. Tout simplement. Comment tu répondrais à certains de ces clichés ou de ces remarques ou qui ont la vie dure, parce qu'on reste dans une société patriarcale, notamment au niveau du monde du travail, même si les choses évoluent sans cesse, bien sûr. Comment on pourrait répondre comme ça à des remarques, à des demandes de rendez-vous, à des
On n'a pas de baguette magique, bien sûr, mais est-ce que parfois c'est peut-être aller trop loin de recadrer devant tout le monde et de dire, bah non, là, c'est du domaine du privé. Est-ce que c'est aussi se fermer la porte à peut-être une promotion ultérieure, justement, de mettre une barrière directement? Est-ce on peut imaginer d'aller directement voir ça N+2 ou soit N+2 pour en parler par rapport à une remarque qu'on a eue? Comment tu verrais les choses par rapport à ça? Parce que je pense que c'est quelque chose qui concerne beaucoup de femmes. Alors, moi, je ne suis pas du tout concernée personnellement, mais je l'entends beaucoup autour de moi. Et on voit les témoignages qui arrivent donc sur la charge mentale, oui, mais aussi sur des remarques sexistes qui un peu deviennent du sexisme ordinaire, entre guillemets. Voilà, tu aurais des conseils par rapport à ça? Alors moi, il y a un truc que j'aime beaucoup faire et c'est ce que j'enseigne, c'est ce que je fais en entreprise, c'est que je pose la question en fait. C'est-à-dire, je retourne la question. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un... En fait, il y a deux cas. C'est-à-dire que moi, si j'avais été à sa place, si elle avait été seule en face à face avec lui, je lui aurais dit soit frontalement, est-ce que tu aurais posé cette question à un homme? Ou alors, je lui dis oui, et toi? Et en fait, le fait de répondre et d'interroger, en fait, on inverse le rapport de force. Et en fait, en lui disant oui, et toi, en fait, il va devoir réfléchir à la question qu'il a posée. Et en réfléchissant à la question qu'il va poser, dans 80% des cas, il va se rendre compte de sa bêtise. Et il va se rendre compte que derrière des airs de bienveillant, non mais tu comprends, machin truc et tout, on est vraiment sur du sexisme ordinaire, c'est-à-dire un sexisme qui est normé, c'est du même acabit que de dire à une femme t'es chiante, est-ce que t'as tes règles hein On est dans le Mister Relou, rebonsoir. Après l'oncle gênant, on a le patron gênant. Et donc en fait, quand on est face à une situation de sexisme ordinaire où on se sent un peu démuni, la clé c'est d'inverser le pouvoir et d'interroger en fait. Et en fait, ça évite, de dire, de lui faire des sornettes en lui disant, parce qu'il n'écoutera pas, hein, de lui dire, non mais attends, est-ce que tu aurais posé cette question à un homme? Tu te prends pour qui? Sauf qu'in fine, ça ne change pas. Et si on va avoir son N+2, en fait, ça restera toujours notre supérieur hiérarchique et notre S+2, nous, à part lui faire une remontrance, il ne sera pas vraiment... Enfin, c'est du concret, en fait, en entreprise, il ne sera pas utile. Tandis que inverser, se mettre en miroir et le mettre face à sa propre débilité, en fait, lui dire oui et toi, ça revient en fait à l'interroger sur son propre cliché, quoi. Surtout, voilà, c'était au final juste une question d'horaire. C'est juste la formule, en fait, qui était un peu malvenue. Donc, d'accord. Donc, de remettre la personne et de réinterroger. OK. Alors, on a Elena qui nous demande sur Zoom, après un cancer, on peut avoir moins de motivation pour travailler en termes horaires, notamment, car on désire plus de temps pour soi. Comment gérer cela dans son environnement professionnel? Alors, ça dépend, Elena, si vous êtes en temps partiel partagé déjà. Mais je pense que si vous me posez la question, c'est que vous ne l'êtes pas. Et ensuite, comment gérer ça dans un environnement professionnel? En fait, c'est tout simplement de mettre des limites, en fait. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous revenez de l'entreprise que vous devez vous remettre à fond. Et si vous avez envie de respecter juste votre amplitude horaire, eh bien, respectez votre amplitude horaire, ne dépassez pas. Si vous trouvez que ça reste trop, prenez un temps partiel tout court. Hein, si vous n'êtes pas en temps partiel partagé, attention, hein, si vous n'êtes pas dans le, c'est qu'on appelle ça un aménagement thérapeutique, voilà. Un temps partiel thérapeutique. Oui, désolée, j'ai confondu. Temps partiel thérapeutique. Si, voilà, encore une fois, vous pouvez mettre des limites, c'est-à-dire que si vous devez faire 7 heures par jour et que vous en faites 10 et que vous avez retourné en 7, restez à 7 heures. Tout dépend de votre situation personnelle et tout dépend, en fait, si vous êtes encore effectivement sous temps partiel thérapeutique. Je sais pas pourquoi j'ai dit temps partiel partagé. Alors, merci Margot. On a également une autre question de Facebook, sur Facebook de Patricia. Bonjour Patricia, qui demande comment organiser sa reprise de travail en sachant qu'elle travaille dans le soin et que si elle n'a pas assez de temps de travail, elle sera en déficit. Donc peut-être que Patricia est infirmière libérale ou en tout cas indépendante de ce que j'entends, mais vous pouvez préciser, hein, Patricia, sur les commentaires si vous souhaitez préciser votre question à Margot. Voilà, je te laisse répondre, mais je pense qu'on aura peut-être besoin de précision. Tu me dis, Margot. Non, mais je suis d'accord avec toi. J'ai besoin d'un tout petit peu plus de précision, Patricia, parce c'est soit comment reprendre le travail après un cancer, et dans ces cas-là, on a fait déjà un webinaire là-dessus. Soit c'est comment s'organiser, ou soit c'est sur une question
c'est plus sur la question financière, et dans ces cas-là, c'est les aides, etc. Et moi, du coup, je ne connais pas la thématique. Peut-être que toi, tu sais, Elodie, mais moi, je... Alors, un petit peu, mais ça dépend de la situation. Puis, j'ai pas le dossier administratif de Patricia sous les yeux, mais oui, je pourrais un petit peu guider Patricia si elle le souhaite. Alors, on a Elena qui reprécise sa question, tu sais, en termes d'horaire, son temps partiel thérapeutique se termine. D'où sa Ok. question. Voilà. Donc, effectivement, alors plusieurs cas. Soit vous allez voir votre entreprise dans laquelle vous êtes, si vous êtes salarié, et en fait, vous respectez l'amplitude horaire qui est indiquée sur votre contrat. Je ne sais pas si vous étiez du genre à faire plus d'heures, ce qui est le cas de la majorité, mais dans tous les cas, de respecter votre amplitude horaire, ou soit vous décidez de travailler à 80% ou 90%, c'est-à-dire de vous demander à votre employeur de requalifier votre contrat de travail et de ne plus être à 100% et d'arrêter de travailler le vendredi après-midi ou le vendredi. Ça dépend du secteur, de l'industrie dans lequel vous êtes. Je sais que dans le public, c'est possible, mais ça dépend des métiers. Donc voilà, mais oui, effectivement, soit respecter votre contrat de travail, ou soit vous le requalifiez. Ça dépend aussi des soins, Elena, que C'est vous ça. avez. On a parfois des personnes qui n'osent pas, des femmes notamment, parce que là, c'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Puis chez Rosep, on accompagne les femmes touchées par tout type de cancer. Des femmes qui n'osent pas voilà, dire voilà, j'ai un rendez-vous médical, du coup, je ne pourrai pas être là, mais je vais rattraper, hein, vous inquiétez pas de suite. Alors en fait, dans la loi, elle n'est pas obligée de rattraper justement, parce que ça fait partie de son processus de soins. Donc c'est aussi, il faut bien avoir ça en tête, que parfois, nul n'est censé ignorer la loi, bien sûr, mais parfois qu'il y a tellement de lois et tellement de choses différentes qu'on est un peu perdu. Là, c'est vraiment l'assistance sociale de votre centre de soins ou l'assistance sociale de secteur, donc c'est-à-dire du CCAS de votre ville ou l'assistance sociale de la CPM départementale, tout simplement, qui pourra répondre à votre question. Si vous êtes encore certes, vos traitements dits actifs sont terminés, mais vous êtes peut-être encore en immunothérapie, vous êtes peut-être encore sous un autre traitement qui fait que tous les mois ou toutes les semaines, vous devez vous rendre au centre de soins. Il faut aussi le savoir parce que du coup, vous n'avez pas à rattraper ces heures-là et évidemment, vous n'êtes pas tenu d'être à votre travail étant donné que physiquement, c'est pas possible. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi tout ça. Parfois, on n'ose pas en fait parce qu'on souhaite, et j'entends qu'on ne souhaite pas mélanger le pro, le perso, qu'on ne veut pas que son employeur soit au courant, qu'on ne veut pas que sa hiérarchie ou ses collègues soient au courant. Mais vous savez, c'est très réglementé et si vous donnez cette information au cabinet d'experts comptables ou à la RH, parce que si vous êtes dans une grande boîte, c'est un service RH qui gère ça, elle n'a pas à dire ce qui se passe à vos collègues, à la hiérarchie ou à qui que ce soit. Donc voilà, parfois il faut aussi oser un petit peu s'ouvrir sur ces questions et déterminer les soins dont on a besoin. Si vous parliez de ça, d'Elena, d'avoir du temps pour soi, si c'est pour les soins, vous n'avez pas à rattraper certaines de vos horaires selon les lois. Alors, j'ai Patricia qui précise. Patricia, elle est kiné. Le temps partiel n'existe pas. Et si elle reprend même à mi-temps, elle doit de nouveau payer des crédits et de l'indemnité. Un demi-temps n'est pas suffisant si elle ne travaille pas plus qu'un mi-temps. En fait, elle a des charges, Patricia, qui sont beaucoup plus, enfin, voilà, qui excèdent ses bénéfices. Si elle reprend juste à mi-temps, elle ne s'en sortira pas, de ce que je comprends en tout cas. Et étant donné qu'elle est kinésithérapeute et qu'elle doit être en profession évidemment libérale, indépendante, eh bien, elle n'a pas accès au temps partiel thérapeutique. Alors après, Patricia, ça dépend. Je ne sais pas où vous êtes exactement où vous habitez. Et en tout cas, je vous conseille soit de nous appeler directement les Maisons Roses, que ce soit à Paris ou à Bordeaux, mais sinon d'aller aussi contacter, je ne sais pas si vous avez vu l'assistante sociale de votre centre de soins ou l'assistante sociale de la CPAM, puisque la CPAM a repris, hein, le régime RSI n'existe plus. Et c'est la CPM qui a repris vos dossiers. Alors j'entends que parfois c'est un petit peu chaotique parce qu'eux-mêmes attendent les décrets pour vraiment savoir les textes, sur quels textes s'appuyer. Mais là, ça y est, ils sont sortis. Donc à voir ce qui est envisageable, mais effectivement, malheureusement, le temps partiel thérapeutique n'est pas encore possible. Alors dans ces cas-là, Patricia, vous disiez je suis navrée, mais en fait avec Facebook, je n'ai pas accès à tous les commentaires, donc j'ai qu'accès qu'à vos derniers. Elle est à Marseille, d'accord. Donc, ce que vous demandiez, c'est comment reprendre dans des bonnes conditions alors que vous ne vous sentez pas physiquement de reprendre. Je crois que c'est ça, Patricia. Je te laisse peut-être répondre, Margot, si Patricia souhaite en même temps. C'est un peu compliqué. Je pense qu'il faudrait mieux qu'on échange, Patricia, par téléphone à ce sujet.
Parce qu'il y a deux dimensions, en fait. Il y a la dimension financière, qui est celui du statut des entrepreneurs, qui n'est pas vraiment top en France, hein, même si on vient de passer sous le régime général, je confirme, il vaut mieux pas tomber malade en pleine transition. Non, mais plus sérieusement, je pense qu'il vaut mieux que vous appeliez Rose Up parce qu'on est vraiment sur la reprise financière, la gestion de ses droits et l'envie en tant que telle. Moi, je peux vous aider sur la partie envie, mais je pense qu'effectivement, si c'est tout un conglomérat de facteurs entre le facteur financier, le facteur motivation et le facteur social, je pense que c'est mieux que vous preniez le temps d'appeler les associations. Et encore une fois, je le répète, hein, c'est pas parce que vous n'êtes pas sur Bordeaux et sur Paris que vous n'avez pas le droit d'appeler Rose Up. Hein, au contraire, hein, je suis sûre qu'Elodie sera ravie d'échanger. Donc oui, c'est partie de mon travail, donc oui, oui. Et voilà. Voilà. Patricia, je serais ravie d'échanger avec vous par téléphone si vous nous appelez. Vous tapez Maison Rose Bordeaux ou Maison Rose Paris, hein, parce que Margot intervient à la Maison Rose Paris, donc peut-être que mes collègues pourront plus facilement vous mettre en relation avec elle. Nous, je sais que nos coachs à Bordeaux, ils font du coaching à distance, mais on a chacune aussi nos spécificités territoriales Bordeaux-Paris. Mais voilà, si vous souhaitez appeler mes collègues de la Maison Rose Paris pour en discuter avec elles, est-ce que vous avez vu une assistante sociale de la CPM pour vous guider sur ça? Alors, je me permets de t'interrompre, Elodie, puisqu'on a Anne-Marie Lam qui est également en libéral et qui nous a apporté des précisions pour la situation de Patricia, du coup. Tu veux, dans la partie QLR de Zoom? Ah oui. Voilà. Alors, Anne-Marie, en réponse à Patricia, je suis également en libéral. La CARPINCO, donc la caisse qui nous indemnise en arrêt de travail, permet le travail à temps partiel thérapeutique en maintenant les indemnités journalières à taux plein. Je vous invite à prendre contact avec l'association CARE 13 à Marseille. Ce sont des spécialistes de l'accompagnement des travailleurs indépendants touchés par le cancer. Alors, je connaissais l'association CARE 13, je ne savais pas qu'ils étaient à Marseille. Donc, ce que j'allais vous proposer, c'est d'aller sur La vie autour, Patricia, qui en fait c'est une cartographie des soins de support, voilà, que ce soit de l'administratif, des soins en beauté bien-être, des soins de détente ou autres. C'est une cartographie qui recense les structures de toute la France métropolitaine. Et effectivement, il y a l'association CARE 13 qui est vraiment très bien, qui est spécialisée dans ça. Et ils ont une antenne à Marseille. Voilà, la sororité à son paroxysme chez Rose Up. Merci beaucoup, Anne-Marie. Alors par contre, en revanche, pour le travail à temps partiel thérapeutique, ça m'étonne un peu parce que je pense que ça dépend de ce que vous faites et en tant que libéral, parce que je sais que pour avoir accompagné une personne indépendante, elle n'y avait pas le droit. Après, c'était il y a 1 an, donc peut-être que ça a changé aussi, hein, vu que les décrets viennent de tomber au niveau du régime social des indépendants. Mais voilà, donc, Patricia remercie Anne-Marie, nous remercie, elle va regarder, elle va le faire. Donc, La vie autour pour voir les différents soins de support à Marseille et l'association CARE 13 qui est spécialisée dans l'accompagnement des travailleurs indépendants touchés par le cancer avec des indemnités journalières à taux plein. Donc, si vous pouvez, merci beaucoup Anne-Marie pour ces précisions. Je regarde, je ne vois pas d'autres questions, d'autres témoignages, que ce soit sur Facebook ou sur Zoom. Je ne crois pas. Je pense qu'on a fait le tour. Mesdames, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions, des témoignages sur la réussite. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous d'être touché par un cancer en termes de réussite? Souvent, c'est le cas. Hein, les témoignages qu'on a, que ce soit à Bordeaux ou à Paris ou au niveau national, de nos collègues chez Rose Magazine, pour qui ce tsunami a tout changé en termes de priorité et de réussite, parce qu'on a chacune la définition du mot réussite, comme l'a très bien dit Margot en début d'atelier. Donc, n'hésitez pas, on vous enverra à Bordeaux le support de Margot, si vous en faites la demande par mail. Donc, je le redis, contact.bordeaux@maisonrose.fr. Maison avec un S, rose sans S, puisqu'il y a 2 maisons roses en France. Je crois qu'on était bon. Est-ce que tu as peut-être autre chose à rajouter, Margot ? Non, c'est chouette quand les participantes échangent entre elles comme ça. C'est vrai que nous, malheureusement, moi, toute la dimension sociale, je ne l'ai pas. Et j'étais un peu frustrée et je suis hyper contente que Patricia ainsi que Anne-Marie aient pu échanger entre elles au moyen de cet atelier. Donc voilà, c'est cool, c'est sympa. Moi aussi, je suis ravie. Surtout que voilà, c'est une très bonne nouvelle si cette association a une antenne, en tout cas à Marseille, parce que c'est vraiment une très bonne association
Donc, pour le coup, voilà, c'est le top. Alors, attendez, je regarde. Je crois que j'ai vu une nouvelle question. Non, bah écoutez, c'est peut-être Zoom qui bug alors, parce que j'ai vu apparaître une nouvelle question, puis en fait, je ne l'ai plus vue, donc peut-être qu'il y a eu un bug, mais en tout cas, c'était OK pour moi. N'hésitez pas en tout cas à nous faire part voilà, de vos questions. L'atelier sera disponible en replay directement sur la page Facebook et sur la page YouTube dans quelques temps, le temps de faire le montage, mesdames, voilà. C'est toi qui fais le montage? Non, c'est pas moi. Je me disais là, Elodie, elle va partir au montage. Non, non, c'est pas moi du tout. Mais voilà, c'est toujours une personne de l'équipe. En tout cas, j'étais ravie de te revoir. Margot, je te dis à très vite. Merci pour ce nouveau thème qui, effectivement, a suscité beaucoup de commentaires positifs, que ce soit sur Zoom ou sur Facebook. Je vous dis à très bientôt, mesdames. On a des webinaires toute la semaine, donc n'hésitez pas. Des cours de cuisine, des temps d'échange, de la méditation, de la sophrologie ce matin. Voilà, c'est toujours très varié. Donc, l'atelier vous a été offert par l'association Rose Up, qui accompagne les femmes touchées par un cancer, qui les informe et qui défend les droits des patients. Merci beaucoup à toi, Margot, pour ta pédagogie et ton dynamisme. C'est toujours un plaisir d'animer l'atelier avec toi. Et sur mon idée de podcast, Elodie. Tu tiens à ça, hein. Je jure, on va réussir, on va faire un podcast. On devrait faire un podcast chez Rose Up d'ailleurs. Idée. Oh là là. On entend toujours parler des gens, mais c'est vrai faire un podcast sur la vie sur la vie avec le cancer. Ouais, ce serait une très bonne idée. Après, il y en a pas mal qui sont très bien d'ailleurs, mais qui manquent un petit peu parfois de dynamisme, quoi. Ouais, voilà, qui sont un petit peu bons, mais qui sont quand même très très bien. Il faut aussi voilà, accepter que d'autres personnes fassent un super travail. Ah, Perrine, c'est adorable, qui dit merci Margot, tes ateliers reboostent. Oh, merci Perrine. Je vous dis à très bientôt, Patricia. Écoutez, n'hésitez pas à nous appeler quand même si vous souhaitez échanger, ce sera avec plaisir. N'hésitez pas à nous tenir au courant aussi de comment ça se passe pour vous, votre reprise. On serait ravis de savoir. Et puis, je vous dis à très bientôt, mesdames. Je te dis à bientôt, Margot, dans 15 jours. À dans 2 semaines. À très vite. Salut. À bientôt, mesdames. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.